Bonjour tout le monde, 18 mars 2022. Aujourd'hui à TVC Info Weekend, on parle d'un projet scolaire qui rapprochera les élèves des cultivateurs locaux. On parle également d'une marche de 240 km qui aura lieu dans la région ce printemps. Et le conseiller en sécurité financière, Marc-André Todd-Parent, aborde l'accessibilité à la propriété. Bonne émission. Chaque mois, j'ai décidé de prendre des nouvelles des écoles de notre région, donc des écoles du centre de services scolaires au cœur des vallées. Et cette semaine, on y va avec l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, qui a un beau projet qui s'en vient. C'est un projet qui permettra aux élèves d'être en contact avec les cultivateurs locaux. Et la personne derrière ce projet, c'est l'enseignante de sciences de secondaire 4 et 5, Marie-Hélène Trudeau-Laroche. Je l'ai avec moi. Bonjour. Allô? Marie-Hélène, ce projet, ça s'appelle Légumes locaux et de saison toute l'année. D'ailleurs, vous venez de recevoir une aide financière de la Fondation Monique Fitzbach, une fondation qui soutient l'éducation au développement durable. Alors, félicitations pour cette aide financière. Pouvez-vous nous dire ce que c'est, ce projet, donc? Oui, absolument. En fait, ce projet-là s'est inscrit au niveau de la Fondation Monique Fitzbach dans le volet réchauffement climatique. Donc, on essaye de créer des saines habitudes au niveau de réduire les gaz à effet de serre chez nos élèves. Puis, étant en milieu rural, c'est un petit peu difficile d'aller travailler sur la filière des transports. Donc, on a décidé d'y aller avec les kilomètres que font nos aliments dans nos assiettes. Donc, essayer de réduire ça. C'est la raison pour laquelle ils vont contacter des producteurs locaux. Et ce qu'on va faire, on va faire de la chimie. En fait, on va faire de la lactofermentation avec les légumes qu'ils vont pouvoir aller acheter chez les producteurs. Donc, la bourse qu'on a reçue va nous permettre d'acheter des légumes chez les producteurs, du sel pour faire notre saumure, puis des pots maçons. J'en ai amené un ici, comme ça, un petit vivarium où est-ce que les bactéries de la pelure de légumes vont fabriquer de l'acide lactique par fermentation sur une période de 3 ou 4 semaines. Qu'est-ce que c'est donc? Par la suite, oui, de la lactofermentation. Expliquez-nous un peu ce que c'est. C'est ce que vous allez initier, en fait, vos élèves à la lactofermentation. Oui, absolument. Il y a différentes façons de la faire. Moi, je la fais vraiment de base. Puis, on dit lactofermentation, puis il ne faut pas penser que ça a un lien avec le lait. Ça a plutôt un lien avec l'acide lactique. Donc, les bactéries naturelles des légumes en saumure vont faire une réaction chimique. Donc, en milieu anaérobique où est-ce qu'il n'y a pas d'oxygène, puis ça va sécréter de l'acide lactique. Donc, c'est ce qui va donner le goût vinaigré. Les gens, les premières fois qu'ils goûtent la lactofermentation, pensent qu'on a mis du vinaigre, puis c'est un peu comme une conserve qu'on ferait, mais absolument pas. Le goût vinaigré provient vraiment de la réaction chimique que font les bactéries du légume avec la saumure. Donc, j'imagine qu'en faisant de la lactofermentation, ça permet aux élèves de s'initier à des principes de chimie que vous leur enseignez dans le cadre de vos cours. Absolument, parce qu'ils vont devoir, premièrement, choisir le légume qu'ils vont vouloir lactofermenter, puis par la suite, en fonction de la type de chair de légumes, le pourcentage de sel à mettre va être différent. Ça peut être du 3, du 4, du 2 %. Puis en fonction de la grandeur du contenant, donc un calcul de concentration, ils vont devoir peser ce sel-là. On va aller à la cuisine en bas faire nos petits pots. Puis on va peser aussi pour voir la quantité de gaz qui s'est dégagée au bout de 3 à 4 semaines, ce qui nous permet de faire des liens avec la loi de la conservation de la masse là, dans les réactions chimiques. Donc, on couvre plein de concepts qu'on a à voir de toute façon dans notre programme en sciences de secondaire 4. Oui, donc avec les élèves de secondaire 4 spécifiquement, vous faites ce projet. Mais ce projet de lactofermentation pour initier vos élèves à certains principes de chimie, vous auriez pu faire ça sans prendre en considération les cultivateurs locaux. Vous auriez pu avoir des légumes que vous achetez en grande quantité dans une épicerie, par exemple au métro à Papineauville, pour le nommer. Mais vous avez décidé d'inclure les producteurs locaux dans ce projet. Pourquoi? Moi, je suis arrivée dans la petite nation. Je ne suis pas native d'ici. Je suis arrivée ici il y a une quinzaine d'années. Puis depuis 15 ans, je vois plusieurs
petites fermes maraîchères qui prennent naissance un petit peu partout dans la petite nation. Je trouve ça magnifique. On a des beaux producteurs qui tiennent en compte aussi l'agriculture durable, donc qui font attention à ce qu'ils mettent dans leurs champs. Puis j'aimerais ça que les élèves puissent aussi devenir des consommateurs de ces producteurs locaux-là. Ce sont nos futurs consommateurs. Donc, de leur donner cette habitude-là d'aller acheter local, pas seulement quand ils ont des trucs à offrir, mais aussi juste au quotidien de ce qu'ils vont mettre dans leur assiette. Donc, c'était important pour moi. Puis que les agriculteurs sentent aussi que les futures générations les soutiennent. Ça va être quoi le contact des élèves avec le cultivateur? Bien, ce que j'ai pensé faire, en fait, c'est regrouper dans mes groupes d'élèves les élèves selon leur village de provenance, puis d'être en mesure de faire une liste des différentes fermes qui offrent des légumes dans leur village. Puis, par téléphone, ils vont prendre le temps de communiquer avec eux. S'ils n'ont pas de réponse, ils vont aller voir pour pouvoir communiquer avec eux par courriel. On sait qu'à ce temps-ci de l'année, évidemment, il y a certaines fermes qui n'ont pas de chambre froide pour offrir des paniers de légumes à l'année. Certaines, oui, mais le contact à prendre avec son agriculteur là, de quartier, si on veut, est pour moi vraiment important. Fait que ça sera fait, même si au final, ils vont aller acheter à une ferme ou un cultivateur maraîcher d'un autre village. Là. Fait que ce bout-là, c'est vraiment à l'élève de le faire. Donc, si par exemple le cultivateur, si par exemple l'élève est de Notre-Dame-de-la-Paix, il va essayer de chercher un producteur de Notre-Dame-de-la-Paix, tout simplement. Oui, absolument. Et ça va être quoi ensuite les étapes? Donc, c'est bien beau de prendre contact par téléphone ou par courriel, mais est-ce que l'élève doit ensuite se rendre sur place pour se procurer les légumes ou il y a une autre façon de faire? Bien, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, que l'élève puisse aller sur les lieux, puis rencontrer face à face le cultivateur, puis aller chercher sa commande. C'est sûr que, bon, c'est le système D pour l'élève. Ça inclut peut-être aussi le parent, puis ça devient intéressant parce que les élèves en secondaire 4 n'ont pas encore leur permis de conduire, donc ça va nécessiter que papa ou maman puisse venir. Et donc, le parent aussi va avoir un contact avec le maraîcher. Si ce n'est pas possible, ben là, l'enseignante fera son petit bout de chemin pour que ça devienne possible aussi. Là. Voilà. Est-ce que c'est un projet que vous souhaitez seulement faire cette année? Parce que j'imagine que l'aide financière que vous avez eue ne couvrira pas nécessairement les frais pour plusieurs années. Non, absolument pas, mais tout ce qui est matériel, comme je pense aux pots maçons, par exemple, que je vais récupérer d'année en année. On est capable de les stériliser ici à la cuisine. C'est sûr qu'on va regarder dans notre budget pour être capable d'aller chercher des sous pour simplement acheter les légumes aussi. Refaire ce projet-là dans les années futures, l'idéal va être de le faire à l'automne quand c'est la saison des récoltes où est-ce que là, on sait que tous les élèves vont pouvoir aller au maraîcher du coin du village pour aller chercher ces légumes. Je pense que c'est viable de penser que le budget nécessaire à acheter que des légumes et du sel pour reproduire ce projet-là, il n'y aura pas de problème dans les années futures. Puis j'ai hâte de voir la réaction des élèves. La lactofermentation, que tu sois un adulte ou un enfant, t'aimes ou t'aimes pas. Donc, à voir aussi ce que fera le bouche à oreille de ce projet-là chez les élèves qui s'en viendront en secondaire 4 dans les années futures. Mais en ce moment, les élèves, est-ce qu'ils sont au courant qu'ils auront ce projet à faire dans les prochaines semaines? Oui, au retour de la relâche, moi, j'ai parlé aux élèves. En fait, je leur ai exposé tout ce qui nous restait à faire d'ici le 23 juin et j'ai nommé ce projet-là. Puis, ils étaient très attentifs, ils étaient curieux, ils voulaient savoir c'était quoi de la lactofermentation. Ils savent que moi, j'en mange presque à tous les jours. J'ai mes petits pots dans la cuisine des enseignants en haut. Ils voulaient que je leur fasse goûter. J'ai dit non, je vous réserve la surprise. Il y en a qui savent que c'est parce qu'il y a certains des élèves que leurs parents en font. Il y en a qui ont dit c'est pas bon, d'autres qui ont dit voyons, oui, c'est bon, ça dépend peut-être des légumes, des recettes. Donc, ça a déjà semé une certaine curiosité chez les élèves. Là. Ils ont hâte. Ah, c'est bien. Marie-Hélène Trudeau-Laroche, merci pour votre temps aujourd'hui et bravo pour cette initiative. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, ces élèves pourront débuter le projet vers le mois d'avril et pourront certainement déguster leurs légumes au mois de mai quand la lactofermentation aura eu lieu.
Chaque année, depuis plus de 15 ans, il y a des gens qui marchent 240 kilomètres pendant 12 jours d'affilée au printemps. C'est ce qu'on appelle le chemin des Outaouais. Ce genre de périple a été mis sur pause avec la pandémie, mais là, ça reprend de plus belle. On en parle avec le secrétaire du conseil d'administration du chemin des Outaouais, M. Gilles Touzin. Bonjour. Bonjour. Monsieur Gilles Touzin, alors, ça a été mis sur pause, ce chemin des Outaouais. Est-ce que ça a été mis sur pause pendant les 2 dernières années? Oui, c'est assez difficile, un arrêt aussi long, parce que nous avons des hébergeurs qui s'étalent ici d'Ottawa à Montréal. Et c'est tout le temps un petit peu fragile, tout ça. Alors, on n'était pas certain que tous nos hébergeurs seraient là encore une fois, mais on a réussi à relier tout ça. Oui. Donc, ce chemin, là, vous nous parlez d'hébergeurs, c'est que c'est 12 jours. Donc, je l'ai dit au début, là, 12 jours de marche. La pandémie ne nous a pas empêchés de marcher. Hein? On pouvait aller prendre des marches dehors de quelques kilomètres, mais ça nous a empêchés d'organiser vraiment des événements d'envergure comme celui-là, le chemin des Outaouais. Qu'est-ce que c'est exactement, là? 12 jours, 240 kilomètres de marche. On part de où? On se rend où? On s'arrête où pendant ces 12 jours? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le but? OK. Alors ici, premièrement, on part d'Ottawa et on part devant la cathédrale à Ottawa, ou le centre des arts aussi, la Galerie nationale. Et ensuite, on s'embarque dans une longue marche. C'est 6 personnes à chaque jour qui quittent Ottawa. Et ces personnes-là vont marcher ensemble, ou ils peuvent marcher des bouts ensemble, peuvent marcher tout seuls aussi. En moyenne, on fait 20 kilomètres par jour. Donc, dans le premier tronçon, on se rend à Orléans. Et là, on couche dans le sous-sol de l'église là-bas. Ensuite, c'est quand même exigeant parce qu'on part avec son sac à dos. Et dans le sac à dos, on met pas mal les choses dont on va se servir pendant tout le trajet. Et normalement, on ne s'arrange pas dépasser 7 kilos. Mais quand je dis que c'est exigeant, en même temps, moi, je l'ai fait souvent, ces marches-là. Et j'en ai fait des plus longues aussi. Et le corps se fait rapidement à ça. Et il s'agit de s'entraîner avant et ça va bien, ça se passe bien. C'est quand même 12 journées de marche et on va dormir dans des sols d'église, des édifices religieux, dans des édifices municipaux. Ça peut être dans une bibliothèque, ça peut être dans des lieux des municipaux divers. Mm-hmm. C'est très varié où on dort. Donc là, vous nous disiez que vous partiez d'Ottawa, le premier arrêt, ça semble être Orléans, mais en bout de ligne, on se rend jusqu'où? Là? On appelle ça le chemin des Outaouais, mais on ne reste pas seulement en Outaouais. Non, parce que premièrement, on traverse en Ontario, on va marcher en Ontario et au Québec. On va traverser 3 fois la rivière Outaouais sur un traversier et on va aboutir à Montréal. Et on arrive à l'Oratoire Saint-Joseph. Okay. L'Oratoire Saint-Joseph, c'est un lieu, ça va bien pour nous parce que les gens peuvent rester à un prix qui est quand même pas tellement élevé, une quarantaine de dollars, dans ils ont des édifices, l'Oratoire Saint-Joseph, c'est pas tellement cher, puis un déjeuner avec ça. Il y en a des gens qui vont continuer ensuite le chemin des sanctuaires. Donc, ils vont dormir là une couple de jours, ils vont se reposer, puis ils vont repartir. OK, pour encore plus de kilomètres. 240 kilomètres, c'était pas suffisant. Ben moi, je l'ai fait. Je me suis rendu jusqu'à Trois-Rivières. J'aurais voulu me rendre jusqu'à Québec, mais il n'y avait plus de place. Tout était plein. OK. Et c'est quoi le but de cette marche de longue durée? Parce qu'on peut en faire là, des marches autour de chez soi. On peut décider à chaque jour, on fait un 10 km ou 20 km comme vous faites en moyenne chaque jour pendant ce 12 jours de marche. Pourquoi? C'est quoi la pertinence, l'objectif de faire, c'est ça, une longue marche en continu sur un parcours là, jusqu'à Montréal? Je pense qu'il y en a 2. En premier lieu, c'est vraiment un test pour soi-même. Il y a quelque chose qui se passe quand on marche aussi.
on entre un peu dans un état méditatif. Mm. Et parce que ça ne va pas vite marcher. Et on devient très sensible à tout ce qui est autour de nous. On a le temps de voir les oiseaux. On entend des sons qu'on n'écoute pas normalement, tout simplement parce qu'on n'a pas de distraction. On fait juste marcher. Et en dedans, ça devient méditatif. Il y a des choses qui arrivent en dedans et qui nous font du bien. Il y a aussi la deuxième chose, c'est qu'on est un groupe de 6 qui partons. Ces personnes-là, il y en a qui auront de la difficulté. On s'épaule, on s'aide beaucoup. On arrive à les connaître beaucoup. Puis c'est un petit peu comme quand on part en voyage d'avion. Souvent, on va rencontrer des étrangers, puis on va se confier à eux parce qu'on sait qu'on ne les reverra pas, puis on va se confier d'une façon qu'on ne le ferait pas normalement. Quand on marche avec des gens comme ça arrive ça aussi, parce qu'on ne les reverra pas, puis en même temps, on entre dans un état d'ouverture intérieure. C'est une belle expérience, les marches de longue durée, parce qu'on teste le corps, on teste notre esprit, et c'est une découverte vraiment nouvelle. C'est un autre regard. On sort de la vie ici où tout va vite, et en même temps, on vit une vie très, très simple. On dort dans des hébergements très simples, un matelas par terre, on a notre petit sac de couchage, et c'est extrêmement simple. On a quelques vivres dans notre sac à dos, de l'eau, et on mange simplement. Cependant, des fois, le groupe, on va aller dans un bon restaurant, puis ça va être très festif aussi. Oui. À qui ça s'adresse, cette marche? Qui peut y participer? Vous me parliez tantôt que, bon, ça demande un certain entraînement, mais c'est quand même pas un chemin, là, ici, dans notre région, là, c'est quand même pas très montagneux. Là. J'imagine que c'est accessible quand même à plusieurs personnes. Tout à fait. Surtout que c'est un bon chemin, des marches de longue durée. C'est vraiment un bon test parce que c'est 12 jours. Quelqu'un qui va aller faire Compostelle, mais là, tu parles de 35 jours, à 20 km par jour, c'est bon d'aller voir ici 12 km sur le plat. Est-ce que je suis capable de faire ça? Parce qu'après ça, s'embarquer dans des chemins qui sont plus difficiles, on sait que si on est capable de faire 12 km pendant 12 jours, on est quand même assez en forme. Ça s'adresse à des gens qui vont marcher, par exemple, qui n'ont pas d'handicap physique, par exemple. Les gens qui vont, puis on s'entraîne. Nous autres, tout de suite, à partir du 3 avril, on commence l'entraînement. Okay. Donc, le groupe, on se rencontre et nous allons marcher, 10, 15, 20 kilomètres. On va commencer à porter son sac à dos, on va mettre graduellement du poids dedans et pour s'habituer à marcher avec un poids. Parce que 7 kilos, ce n'est pas si pesant que ça. Cependant, après 5 heures, 6 heures, ça commence à peser lourd. Oui. Et pour ces gens qui seraient intéressés à participer donc, au Chemin des Outaouais, qui commencera le 25 mai, donc un départ chaque jour du 25 mai au 18 juin, pour des informations, il y a une soirée d'information que vous organisez en avril. C'est quelle date et à quel endroit cette soirée? C'est le 2 juin. Pardon, okay. Excusez-moi, le 2 avril. 2 avril. Et ça s'en vient bientôt. Et nous le faisons en ligne cette année. Ça va être ici Zoom parce que les gens qui sont inscrits, c'est de partout dans la province de Québec, en Ontario. Il nous arrive d'en avoir des États-Unis aussi. Oh. Donc, c'est plus difficile de faire ça en personne parce que les gens qui viennent de loin, ils ne viendront pas nécessairement. Là, on va vraiment rejoindre potentiellement chacun des marcheurs. Donc, cette soirée d'information vaut quand même la peine si on est intéressé. Ensuite, on peut s'inscrire ou on peut s'inscrire même avant cette soirée d'information. Gilles Touzin, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et on termine l'émission avec Marc-André Todd-Parent, conseiller en sécurité financière, pour nous parler cette fois-ci de maison, d'accessibilité à la maison. C'est possible. Bonjour Marc-André. Salut Floralie.
Marc-André, pour acheter une maison, d'abord, il faut une mise de fonds. Oui, absolument. Ça prend. On est le marché est chaud en ce moment, puis c'est le sujet de l'heure un peu, c'est l'achat d'une maison. Quand on fait l'achat d'une maison, on a besoin d'une mise de fonds parce que pour pouvoir avoir le prêt hypothécaire, en fait, avoir accès au prêt hypothécaire à la banque. La mise de fonds minimale, c'est 20 donc, si on a une maison de 300 000 il faudrait minimalement avoir une mise de fonds de 60 000 pour pouvoir avoir accès au prêt hypothécaire de la banque. Si on n'a pas 20 c'est pas la fin du monde. Notre rêve ne vient pas de se terminer parce qu'il est possible d'y aller avec une mise de fonds de minimum de 5 Il faut simplement, à ce moment-là, être assuré par un organisme comme la SCHL, que les gens connaissent un peu. C'est un organisme du gouvernement fédéral, ou une compagnie comme Canada Guarantee ou Sagent. Puis eux vont venir garantir le prêt hypothécaire pour la banque. Ce n'est pas une assurance pour nous, c'est une assurance pour la banque. Pour la banque qui nous prête. C'est ça, exactement. S'assurer que si jamais on fait défaut, mais eux sont couverts. OK. Donc, il faut garder ça en tête, cette possibilité-là. Si on n'a pas la mise de fonds de 20 on peut aller avec quelque chose d'inférieur. Par contre, il va y avoir une assurance supplémentaire à obtenir là, pour la banque. Exactement. Puis ça, il va y avoir une prime effectivement liée à cette assurance-là. Mais cette prime-là est inclue dans l'hypothèque à la banque. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on paye là, tous les mois directement de notre compte bancaire. Mais j'imagine, qu'est-ce que tu veux dire par une prime? Donc, c'est que ça va nous coûter quelque chose de plus, là, finalement, la maison. Absolument. Exactement. Ça va être une prime ajustée par 1 000 qui n'est pas dans la mise de fonds, si on veut. Et puis, c'est une prime, parce que toute assurance, peu importe où qu'on la prend, il y a une prime qui est associée à cette assurance-là, donc il faut l'acquitter d'une manière quelconque. Ouais. La prime pour les assurances des prêts hypothécaires, là, pour les mises de fonds en dessous de 20 on va la payer, mais elle est incluse là, dans le prêt hypothécaire. OK. Mais si on se parle, Marc-André, c'est que tu as plein de trucs pour nous ou des choses auxquelles tu veux qu'on pense quand il est question de finances. Hein, ça fait partie de notre vie, les finances, qu'on le veuille ou non. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, puisqu'on se parle une fois par mois de finances, tu nous as parlé des REER, notamment CELI aussi. Puis tu nous avais dit que tu allais nous parler potentiellement là, du RAP. Parce que ça aussi, on peut l'utiliser, le RAP, pour avoir accès plus facilement à une propriété. Exactement. Le RAP, ça veut dire le régime d'accès à la propriété. C'est une mesure du gouvernement fédéral qui est mise en place il y a quelques années. Puis aujourd'hui, ça fait qu'une personne peut retirer jusqu'à un maximum de 35 000 de ses REER pour pouvoir le mettre dans sa mise de fonds sur sa maison. Si on se rappelle, la dernière chronique, on avait dit que quand on retirait les REER, c'était imposable. Sauf qu'en faisant le RAP, dans le fond, ce que ça fait, c'est que le gouvernement vient dire « Je ne t'imposerai pas sur l'argent que tu retires de tes REER parce que tu vas l'utiliser pour l'achat d'une maison. À la condition que tu remettes cet argent-là dans tes REER dans 15 ans. » Fait que si tu sors 20 000 de tes REER pour faire la mise de fonds sur ta maison, il va falloir que tu réinvestisses cet argent-là dans les 15 prochaines années. Comme sinon, le gouvernement fédéral va venir t'imposer sur la somme dans 15 ans que tu n'auras pas remis dans tes REER. OK, mais de toute façon, je comprends bien, on est imposé. Parce qu'on doit remettre l'argent. Oui, mais on n'est pas imposé parce que dans le fond, quand on met de l'argent dans notre REER, cet argent-là est déduit de notre revenu. Si on la retirait du REER en temps normal, à ce moment-là, on serait imposé dessus. Mais si on la retire pour la mettre dans une mise de fonds de la maison, on n'est pas imposé sur le retrait. Puis si on remet cet argent-là, cette somme-là dans nos REER dans les 15 prochaines années, bien, on ne sera jamais imposé sur l'argent qu'on a ressorti sur notre REER. Parce qu'on l'a remis dedans pendant 15 ans, en gros. OK. Donc, ça comporte un avantage. Quels autres avantages ça comporte de prendre le RAP? Il y a une stratégie qui existe, qui n'est pas faite pour tout le monde parce qu'il faut être un peu plus en santé financièrement. Mais quand on parlait de la période REER dans le dernier mois, qui se finit habituellement à la fin février,
il est possible de faire il y a des banques qui font des prêts réels. Donc, on peut prendre un prêt réel, donc emprunter une grosse somme d'argent, disons 30 000 au mois de février, qu'on vient investir dans notre REER. Ce qui fait que pour l'année précédente, on vient de déduire 30 000 de notre revenu. Donc, on aura en bon québécois, on va avoir un gros un gros retour d'impôt, oui. En fait. Les prêts REER sont faits comme quoi c'est des prêts à court terme. Là. On parle de 1 à 5 ans parce qu'on va les rembourser très rapidement. Parce que dans le fond, la stratégie, c'est de faire un gros dépôt dans notre REER pour avoir un gros retour d'impôt pour utiliser le retour d'impôt comme mise de fonds sur la maison. OK. Puis après ça, on va faire le RAP, puis on va rembourser le prêt REER à partir du financement de la maison. OK. En effet, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Pourquoi c'est pas pour tout le monde? Parce qu'évidemment, il faut que, quand on fait la présélection de l'hypothèque à la banque, avant d'acheter une maison, on va aller voir à la banque, est-ce que je peux avoir un prêt hypothécaire? On appelle ça une présélection. Et puis, ils vont dire, oui, tu peux avoir un prêt hypothécaire de 300 000 maximum à cause de ta situation financière. Mm-hmm. Mais un prêt REER va être calculé dans ton passif, qu'on appelle, dans tes dettes. Donc, ça va venir réduire le montant maximum que tu vas pouvoir aller chercher dans ton hypothèque. Fait que les gens qui sont moins stables financièrement, ça peut avoir un gros impact ou ça peut ne pas fonctionner du tout. Puis, il faut aussi être capable de vivre avec le risque que ça va prendre plus de temps que prévu d'acheter la maison. Dans un marché qui est chaud, comme en ce moment, où est-ce qu'il y a beaucoup d'enchères, puis ça prend plus de temps que prévu pour acheter la maison. Parce que plus longtemps qu'on va prendre pour rembourser le prêt REER qu'on aura pris pour pouvoir faire la mise de fonds, mais là, il va commencer à avoir des intérêts là-dessus. Il va falloir commencer à faire des paiements. OK. Donc, voilà quelques éléments auxquels on peut penser si on souhaite accéder à la propriété. Et je sais qu'en terminant, tu veux nous parler d'assurance si on achète une maison. C'est très important. Oui, juste un petit 10-15 secondes rapidement pour vous dire que quand vous faites, peu importe où vous allez chercher votre hypothèque, la banque va vous suggérer de prendre une assurance vie ou invalidité sur le prêt hypothécaire. Faites vos recherches, allez chercher. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avantageux d'aller chercher des contrats individuels que prendre l'assurance qui va être offerte à l'institution qui va vous prêter l'argent pour l'hypothèque. Puis ça, on pourra faire un autre chronique pour discuter de ça. Excellent. À garder en tête. Alors, merci Marc-André Todd-Parent. Merci Floralie. On se revoit le mois prochain. Absolument. Et merci à vous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous pour TVC Info mercredi prochain. Au revoir. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble.